Le grand rendez-vous de l'immobilier par Radio Imo et Capital, une émission présentée par Christine Lejoux et Sylvain Lévy-Valency. Bonjour les amis, merci d'être avec nous. Vous nous rejoignez pour ce 65e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier que nous avons produit avec nos amis de Capital. On va se retrouver bien sûr comme chaque mois avec les informations immobilières et on vous a promis pour ce mois-ci de faire un spécial prix immobilier avec ma complice du rendez-vous de l'immobilier. Bonjour Christine Lejoux. Alors ce mois-ci nous avons un programme assez chargé. Oui, on va parler des prix de l'immobilier parce qu'on est en plein printemps de l'immobilier. C'est la saison où les Français achètent le plus d'immobilier pendant l'année. Évidemment, le premier critère qu'ils vont regarder, c'est les prix. Or, après avoir baissé ces 2 dernières années, on va dire grâce à la crise immobilière, eh bien, les prix repartent déjà à la hausse. Pourquoi ? Avec quelles conséquences ? Nous en parlerons avec notre invité, avec Charles Marinakis, le patron de Century 21, qu'on va recevoir. Vous allez voir, c'est plutôt Absolument. Pas mal. Il a un avis très tranché sur les sujets. Et Christine, bien évidemment, comme chaque mois, nous recevons nos experts. Ils sont agents immobiliers, ils sont experts comptables, ils sont avocats, notaires. Et ils répondent à vos questions, les questions que vous posez sur le club des proprios, géré par Capital sur Facebook. Voilà, au sommaire donc de l'émission, on va parler de prix. Et c'est tout de suite après ça. L'actu de l'immobilier. De retour sur le plateau, on va parler de l'actu de l'immobilier. On vous l'a dit, on va parler des prix, un point complet sur l'actualité du monde de l'immo avec vous, Christine. A priori, les agents immobiliers parviendraient à raisonner les vendeurs. Oui, donc on l'a dit, les prix ont commencé à remonter dès le début de l'année 2025, janvier, février, mars. Et puis là, en avril, quand on regarde les statistiques de Se Loger, on observe une accalmie, c'est-à-dire que dans les 50 plus grandes villes de France, en avril, les prix ont arrêté de monter. Ils ont stagné en moyenne. Et dans le détail, dans un peu plus de la moitié de ces 50 villes, eh bien, les prix ont baissé. Et ils ont même baissé de 1%, voire davantage, dans des villes comme Caen, La Rochelle, Bourges, Brest, Nîmes, Nantes, Tourcoing, Colmar, Le Havre, Poitiers et Limoges. Voilà. Et même à Antibes, Cannes et Nice, qui constituent un marché assez particulier, où les prix n'avaient pas baissé en 2 ans et demi de crise immobilière, et bien là, en avril, ils ont reculé de 0,7 à 0,8%. Et quand on parle avec des patrons de réseaux immobiliers, là en l'occurrence j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec Guillaume Martineau, qui est le président de la coopérative d'agences immobilières Orpi, et qui disait, eh bien oui, on arrive de nouveau à faire entendre raison aux vendeurs. On leur dit que si leur bien ne se vend pas dans un délai d'1 mois, de 2 mois, c'est qu'a priori, il y a un problème de prix. Bah oui. Voilà. Il n'y a pas à chercher loin. Quand c'est au prix, ça se vend, quoi. Exactement. Alors, une pédagogie nécessaire, parce que beaucoup de vendeurs ont cru que la baisse quasi continue des taux de crédit depuis leur pic à plus de 4% l'automne 2023 allait, effectivement, bon, on peut le comprendre, hein, permettre quand ils ont bu 4, ils ont dit, bon, on va attendre un peu avant de vendre. Là, ils ont vu que ça baisse et là, du coup, ils essaient de remonter. Oui. Ça marche pas trop, quand même. Non, ça marche pas trop parce qu'on n'est pas et on ne reviendra sans doute jamais au taux de 1% qu'on a connu en 2020-2021. Même si les taux ont baissé d'environ 1 point en 1 an, ils restent quand même un peu supérieurs à 3%. À titre d'exemple, sur la durée de crédit la plus courante, c'est-à-dire 20 ans, on est en moyenne à 3,20%. Donc, les acquéreurs immobiliers... Ce qui reste tout à fait absorbable. Hein. Oui, c'est absorbable, mais ils n'ont pas retrouvé, les acquéreurs immobiliers, en 1 an, une capacité d'emprunt phénoménale. Et puis surtout, a priori, quand on parle avec des courtiers, enfin avec d'autres professionnels de l'immobilier, il n'est pas évident que les taux baissent encore beaucoup. Ils devraient plutôt se stabiliser autour des 3% dans les prochains mois. Et c'est pourquoi, je cite de nouveau le patron d'Orpi, disait on va continuer à dire aux vendeurs attention, gare à la tentation de remonter vos prix. Quand on parle à son confrère Yann Géano, qui lui est à la tête de la Forêt, il dit on ne sait pas dans 1 an à quel taux les acquéreurs pourront emprunter. Donc vendeurs, là vous avez en ce moment des acquéreurs qui sont redevenus finançables. Profitez-en, s'ils vous proposent tel prix,
si évidemment c'est pas délirant, accepter. Et d'ailleurs, Charles Marinakis, le président de Century 21 que l'on France, va recevoir dans quelques instants. Voilà, exactement. C'est ce qu'il disait en tout début d'année. Vraiment, il exhortait les agents immobiliers à maîtriser les prétentions des vendeurs. Et tout simplement parce qu'en début d'année, on verra ce qu'il nous dira tout à l'heure, mais il nous disait il n'est pas du tout exclu que les prix remontent déjà de 2% à 3% cette année dans l'immobilier ancien. Et attention, s'ils augmentent de plus de 3%, les acquéreurs n'auront pas les moyens financiers de suivre ce rythme, et, coup, ça bloquera de nouveau le marché immobilier. C'est mécanique. Voilà. Merci beaucoup, Christine. On va retrouver dans quelques instants justement notre invité Charles Marinakis, avec qui on va décrypter ce spécial prix de l'immobilier. On se retrouve tout de suite après. La grande interview. Eh bien voilà les amis, vous êtes de retour sur le plateau du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Comme chaque mois, nous décryptons l'actualité avec un grand professionnel de l'immobilier qui nous donne les clés de lisibilité. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour Sylvain. Vous êtes le patron de Century 21, on est très heureux de vous accueillir. On va parler des prix de l'immobilier dans ce 65e numéro. Et nous avons une tradition, mon cher Charles. Comme chaque mois, la première question vous est posée par Christine Lejoux. Bonjour Monsieur Marinakis. Bonjour Christine. Donc, en tout début janvier, vous préveniez qu'après un recul de 4 à 5% des prix des logements anciens ces 2 dernières années, en raison de la crise immobilière, eh bien, la baisse des prix, a priori, ce serait déjà terminé en 2025. Vous nous aviez même dit que les prix pourraient augmenter de 2% à 3% cette année. Là, on est presque à la fin du premier semestre. Est-ce que vous maintenez cette prédiction d'une remontée des prix de 2 à 3% dès 2025 Vous n'étiez pas très nombreux à le dire, hein, Paul. Non, mais hélas, oui, c'est une prédiction dont je me serais volontiers dispensé. Bien mais sûr. Vous le savez, les taux de crédit, on va bien sûr revenir sur ce sujet-là, mais d'abord, je crois que le plus important, c'est de rappeler aux Français que les prix ont beaucoup baissé sur les 2 dernières années, ce que moi j'appelais de mes voeux, mais qui était une nécessité absolue pour arriver à décrisper ce marché. Ils n'ont pas autant baissé que vous le vouliez, parce que vous disiez, pour relancer le marché, il faudrait une baisse des prix de 10 à 12%. Et en fait, finalement, dans les statistiques que Century 21 nous a données en début d'année, on est plus sur des baisses de 4 à 5%. Oui, sur une année. Mais si vous prenez, en fait, versus le premier trimestre 2022, ça va avoir baissé entre 8 et 12%, si vous voulez. Voilà. Vous prenez le cas de Paris, un bon exemple, on est à moins 10 sur Paris, si vous voulez. En 2 ans. Actuellement, en 2 ans. Okay. Donc les prix ont vraiment bien baissé en 2 ans. Parce qu'en fait, le temps passe vite. Et on a oublié aujourd'hui que notre zone de repère, c'est pas l'année dernière, c'est les 2 dernières années. En fait, le marché a commencé à se crisper à la fin du premier trimestre 2022, avec l'inflation qui a commencé à galoper. Et elle a entraîné avec elle, si vous voulez, les taux d'intérêt. Voilà. Et le marché a commencé à se crisper à ce moment-là. Donc, pour en revenir à la hausse des prix, je pense que malheureusement, oui, c'est fini. À quelques ajustements près. La baisse des prix est finie. C'est plus c'est la hausse qui. C'est les oui, prix voilà. C'est-à-dire que là, maintenant, les prix, ce qui devait baisser a baissé. À quelques régions près, il y a quelques correctifs qui devront encore s'opérer, mais que globalement, malheureusement, les prix vont très légèrement remonter, effectivement, entre 1 et 3%. Il ne faudrait pas qu'ils aillent au-delà de ça, parce que ça gommerait, si vous voulez, l'économie et le pouvoir d'achat que les Français ont récupéré par la baisse des taux. Donc, si jamais ce pouvoir d'achat était de nouveau aspiré par les vendeurs, on reviendrait à une situation de blocage. Voilà. Alors, justement, est-ce que ça veut dire que ce plateau attend, avec une hausse, comme vous l'indiquez, de 2 à 3%, est-ce qu'on ne va pas repartir encore une fois dans un cycle haussier, le marché est en train de repartir timidement, légèrement. Est-ce qu'on va reconnaître encore cette période? Est-ce que finalement, d'une manière structurelle et de manière endémique, ce marché, de toute façon, il ne fluctue que de cette façon-là? Alors malheureusement, il fluctue que de cette manière-là. Moi, je le dis de manière un peu plus positive en disant qu'il s'autorégule, Sylvain. Vous savez, ce marché des transactions dans l'ancien, il a cette faculté à s'autoréguler. Sur un paramètre, c'est une équation à 3 inconnus, dont l'une que nous ne maîtrisons pas du tout, qui est l'inflation. Les deux autres, on les connaît parfaitement. C'est la maîtrise des prix et la maîtrise des taux d'intérêt. Voilà. Or, pour l'instant, profitons-en. Ces planètes-là, ces 3 planètes sont parfaitement alignées. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé une configuration aussi favorable que ça, parce qu'on a eu des prix relativement bas avec une inflation relativement forte. On a eu des prix très hauts avec une inflation très basse. Et là, on est revenu à quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, ce qui explique la tonicité du marché en ce moment. Voilà. Donc, je crois que si
si on est attentifs les uns et les autres, et je crois que de ce point de vue-là, la crise, elle a été aussi salvatrice pour les agents immobiliers, parce qu'on a repris nos fondamentaux, on a réexpliqué aux clients qu'à un moment donné, il y avait un prix de marché, qu'à chaque fois qu'il serait au-dessus du prix de marché, ils ne vendraient pas, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vrai qu'on a un risque, incontestablement, que les prix recommencent à monter. Mais là, pour le coup, il faut qu'à la fois les Français retiennent la leçon de ce qui vient de se passer des 2 dernières années, et que nous, les agents immobiliers, tous les agents immobiliers, fassions ce travail de proximité et de pédagogie en expliquant aux Français qu'à chaque fois qu'ils vont augmenter leur prix, ils vont enlever du pouvoir d'achat, ou en tout cas, ils vont se priver d'un certain nombre de clients qui ne pourront plus acheter leurs biens. Voilà. Tout à l'heure, vous nous disiez... Pardon, Sylvain. Oui, je juste compléter. Sur le premier semestre, on a une évolution donc, du prix des appartements, des maisons. Et justement, je voudrais juste qu'on parle un peu des maisons individuelles. Il semblerait, peut-être à cause du coup de pouce du PTZ, que les maisons, la vente de maisons individuelles retrouve également des couleurs. Est-ce que vous confirmez cette tendance? Oui, mais c'est plus 1,4%, donc c'est pas très... C'est marginal. Premier trimestre, plus 1,4% sur les maisons. Les maisons, vous savez, il ne faut pas oublier l'histoire. Les maisons, c'est ce qui a fait flamber le prix de l'immobilier. Concrètement, c'est comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie. Vous voulez dire avec la reprise post-Covid? Exactement. Oui, c'est ça, parce que tout le monde voulait sa maison avec un jardin, etc. C'est exactement ça. Ça peut paraître un peu simpliste comme schéma, mais pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, les Français se sont rués vers la maison individuelle, si vous voulez, et donc, ça a fait mécaniquement flamber le prix des pavillons et de la maison individuelle. Voilà. Ça a beaucoup rebaissé depuis, parce que d'abord, ceux qui devaient migrer l'ont fait, ceux qui ont fait leurs acquisitions l'ont fait. Donc ça a tari un peu cette source et la demande s'est vraiment tassée. Voilà. Mais là, il y a une nouvelle appétence. Alors, est-ce que c'est lié à l'extension du prêt à taux zéro? Pourquoi pas? Ça peut être aussi... C'est pour le neuf en même temps. Peut-être pour le neuf. Oui. Mais bon, 1,4%, ce n'est pas une donnée de marché extravagante, si vous voulez. C'est peut-être une donnée de circonstance. Il faudra attendre vraiment la fin du premier semestre pour voir si ça s'inscrit dans une tendance longue ou si c'est juste l'observation d'un trimestre qui est comme ça. Et les appartements, ça donne quoi du coup? Les appartements, c'est moins 1%. C'est moins 1%, d'accord. De transactions... Non, de prix. De prix, pardon, d'accord. Plus 1,4% sur la maison et moins 1% sur les appartements. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, les maisons ont repris un petit peu du poil de la bête, si vous voulez, notamment sur France entière à plus 1,4%, et les appartements sont à moins 1%. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, vous nous disiez que, même si bon, vous vous attendez à ce que les prix quand même remontent sur l'ensemble de l'année 2025, il y a des endroits où on attend encore des corrections. Et où justement, dans quelle ville on peut se dire que là, les prix ne vont pas remonter? Dans quelle ville ou dans quelle région? Ou sur quel type de bien peut-être? Ou alors même des villes qui avaient beaucoup augmenté d'une manière, on va dire, un peu spéculative. Je prends par exemple le cas de Bordeaux, qui a beaucoup baissé. Alors, c'est typiquement ça, en fait, Sylvain, c'est que il y a deux choses. Toutes les régions qui ont vu leur prix d'immobilier grimper de manière brutale et artificielle, en fait, si vous voulez, ces zones-là ou ces villes-là, elles doivent opérer 2 correctifs. Le premier correctif, c'est un correctif désinflationniste, c'est-à-dire, enlever cette plus-value artificielle qui a été affectée à leurs biens pour cause d'une demande qui était trop abondante, si vous voulez, trop circonstancielle et abondante. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a déjà une première phase de désinflation du prix. Et ensuite, il y a une phase d'ajustement du prix. Donc, elles ont toutes régulé la partie désinflation. Quand je dis désinflation, quand vous avez, par exemple, en Normandie, où les prix avaient monté de 25%, c'est typiquement inflationniste, si vous voulez, parce qu'il n'y a rien qui puisse prendre 25% en un an. Ça n'existe pas. C'est pour ça que vous dites que c'est artificiel, en fait. Oui, mais non, mais c'est pas un peu, c'est totalement artificiel. C'est-à-dire la même maison avec la même surface, la même exposition, le même... Et ça a encouragé un mouvement... Voilà, le même terrain, tout d'un coup, valait 25% de plus, sans cause. C'est sans cause réelle, en tout cas. Voilà. Si on avait fait des travaux, augmenter la surface... Et sur une durée très courte, finalement. Sur une durée très courte. Donc là, ça a fait un effet une traînée de poudre, si vous voulez. Les prix se sont enflammés dans certaines régions. Tout ce qui est grosso modo à 1 heure de TGV de Paris, tout ce qui est zone de marché secondaire, Nantes, de villégiature. C'est le cas à Nantes. C'est le cas de Nantes, c'est 2 heures de TGV, typiquement. Bordeaux. Mais c'est le cas de Bordeaux. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est 2h10 de TGV, sans parler du bassin d'Arcachon, mais qui a un marché un peu particulier. Mais Bordeaux, typiquement, une ville où les prix se sont, si vous voulez, enflammés. Et que dire de la côte du Sud-Ouest, de parler du Staritz, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, où aujourd'hui, certains appartements dans le centre-ville de Biarritz valent plus cher qu'à Paris. Voilà. Donc là, il y a eu une inflation totalement artificielle. Voilà. Et je crois qu'il faut d'abord que ces régions-là entament le chemin de la désinflation. Et ensuite, ils auront à
réguler le marché, mais cette fois-ci de manière moins marquée, entre 1 et 3 ou entre 1 et 5%, pour revenir à des prix de marché. Voilà, parce que là, vous savez, à un moment donné, je le dis souvent de manière un peu simpliste, mais quand c'est trop cher, c'est trop cher. Une question sur les taux de crédit. On l'a vu, on le voit souvent. Est-ce qu'il y a une corrélation directe avec la baisse des taux de crédit et la remontée du marché? Oui, c'est mécanique. C'est-à-dire que, donc, en fait, on est d'accord qu'il y a deux composantes, donc, finalement. Oui, il n'y a que deux composantes. De prix, la composante de crédit. En fait, c'est pas vrai. Il y a deux composantes. Il n'y a plus que deux composantes parce qu'il y en a une qui a été capée par le gouvernement. Laquelle? C'est le Haut Conseil à la stabilité financière. Sur le taux sur la capacité, le taux d'effort des crédits immobiliers, 35% maximum. Exactement. Donc, ça, c'est l'axiome de base. C'est-à-dire, mettons, si vous avez 5 000 euros de revenus net, votre foyer a 5 000 euros de revenus, eh ben, vous ne pourrez emprunter qu'à due concurrence de 35% de vos revenus nets. Donc, si vous faites le calcul, ça fait à peu près 1 750 euros par mois. Donc ça, si vous voulez, c'est fixe, c'est fixé. Donc vous pourrez pas, la banque ne pourra pas vous financer un bien qui vous imposerait d'avoir un remboursement supérieur à 35% de vos revenus. À partir du moment où vous avez cette ligne de flottaison, vous avez un budget de 1 750 euros. C'est simple, ce que vous donnez au vendeur, vous ne pouvez pas le donner à la banque, et inversement, ce que vous donnez à la banque, vous ne pouvez pas le donner au vendeur. C'est aussi simple que ça. Vous avez 1 750 euros à consacrer à l'acquisition d'un logement. Voilà. Si les taux sont à 3%, votre enveloppe d'acquisition va baisser. Si les taux sont à 1,5%, votre enveloppe va enlever d'acquisition. La seule chose qui ne bougera pas, c'est votre mensualité, parce qu'elle ne peut pas bouger, votre mensualité. Bien sûr. C'est pour ça qu'il ne reste que deux paramètres, si vous voulez. Bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. C'est très intéressant, parce que souvent, on ne le prend pas de cette façon-là, mais finalement, celui qui donne le là, c'est l'État. Parce qu'il détermine votre capacité d'emprunt. Si demain, l'État disait... j'exagère, c'est 45% ou c'est free. Là, du coup, on aurait... Est-ce que ça déclencherait quelque chose? Alors, moi, je suis farouchement contre ça. Et pourquoi? Parce que vous prenez le contre-pied de pas mal de professionnels du secteur qui militent depuis des années pour un assouplissement des règles du HCSF. Je prends surtout le contre-pied des courtiers en crédit, que ça arrangerait bien, que tout ça soit totalement évidemment, débloqué. Parce qu'il y aurait plus de dossiers de crédit qui passeraient, évidemment. Oui. Je vais vous expliquer, il y a deux raisons pour lesquelles je suis contre. La première, c'est qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas considérer que cette mesure protectrice a été excellente pendant des années. Oui. Elle nous a quand même permis de faire 1,2 million de ventes dans l'année 2021. C'était pour protéger les Français d'un taux d'endettement trop élevé. Et tout d'un coup, dire, finalement, cette mesure, elle ne nous arrange plus, on va la mettre à la poubelle. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on achète une résidence principale, c'est dans la joie et la bonne humeur. Ce n'est pas pour se mettre dans la difficulté. D'accord ? Donc, si vous achetez un bien que vous n'avez pas les moyens de payer, c'est pire que tout. Et même nous, les agents immobiliers, ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est d'installer des familles dans de bonnes conditions. Et malheureusement, si cette mesure disparaissait et qu'on puisse emprunter à volo, eh bien forcément, si vous voulez, que certains couples ou certains ménages iraient au-delà du raisonnable financièrement et se retrouveraient très vite, dès qu'il y aurait le moindre accident de la vie ou moindre grain de sable dans la vie, ils se retrouvaient en grande difficulté. Et ce n'est pas la vocation de l'acquisition de la résidence principale. Et puis, il y a un troisième sujet qui est un problème purement financier. Si vous faites ça, vous allez augmenter la sinistralité, mécaniquement. C'est-à-dire le non-remboursement de évidemment, crédit le non-remboursement va engendrer quoi? Vous pensez que les banques, elles ne vont pas intégrer cette problématique dans leur quotité de financement? Ah oui, c'est clair. Oui, donc elles vont avoir deux réactions. Ou elles vont couper les robinets en disant la sinistralité est trop élevée, donc je coupe les robinets. Ou alors, elles vont impacter la sinistralité dans le taux de base. Oui, qui sera donc, plus élevé. Au lieu de vous prêter à 3 ou à 2,5, elles vont vous reprêter à 3,5, plus cher, parce qu'elles vont intégrer cette nouvelle sinistralité dans le taux qu'elle va vous accorder. Voilà. Donc je n'y vois que des effets pervers, à la fois professionnels, psychologiques et économiques. Alors je comprends bien que ça arrangerait nos amis courtiers qu'on puisse faire n'importe quoi. Mais moi, je considère que c'est une bonne mesure, c'est une mesure salvatrice qui a permis à la France de ne pas souffrir autant que nos confrères anglo-saxons et en particulier américains de la crise des subprimes, que c'est la raison qui doit l'emporter. Et d'ailleurs, je félicite de ce point de vue-là le gouverneur de la Banque de France qui n'a pas cédé à la pression. Voilà.
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une voix dissonante par rapport à l'ensemble du marché. Vous restez avec nous, Charles Marinakis, pour la deuxième partie de l'entretien. On va se retrouver avec nos amis, les experts, comme vous le savez, dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Chaque mois, vous posez vos questions sur le club Facebook Les Proprios et nos experts vous y répondent. À tout de suite. Vos questions, nos réponses. Merci d'être avec nous pour ce 65e grand rendez-vous de l'immobilier. C'est le moment de retrouver vos experts, vos questions, nos réponses et les réponses là maintenant de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bienvenue. Bonjour. Expert IMO Jérémy Souris et on a des questions pour lui, Christine. Absolument. Première question de Fabien à Lyon. Oui, alors Fabien est propriétaire d'un appartement qu'il loue meublé. Le problème, c'est que son locataire, dans les lieux depuis plus d'1 an, évoque des dysfonctionnements du frigo et lui demande de le changer. Est-ce à moi ou à mon locataire de payer la facture du nouveau frigo, vous demande Fabien Jérémy. Alors Fabien, pas facile comme question en effet. Pour répondre à la question, on a 2 décrets qui vont vous aider. Un décret du mois d'août 87 qui, lui, indique que le locataire est tenu de faire tout ce qui est menu réparation et entretien du matériel inclus dans la location meublée. Et un deuxième décret qui, lui, indique en 2015 que le propriétaire est tenu de tenir une certaine liste de mobilier dans l'appartement meublé et de le remplacer en cas de vétusté. Alors, la première chose à faire, c'est de regarder l'état des lieux d'entrée, déjà, et de voir s'il y avait un problème à ce moment-là sur l'état des lieux au niveau du réfrigérateur, de prendre rendez-vous avec le locataire, d'aller voir l'état du frigo s'il a été entretenu. Et s'il n'a pas été entretenu, que clairement c'est un manque d'entretien du locataire, c'est à sa charge. Par contre, si c'est de la vétusté, ça sera au propriétaire de le remplacer. Ah oui, intéressant. Mais du coup, il va y avoir conflit forcément, parce que le locataire risque de dire que le frigo est trop vieux et le propriétaire dire que le frigo... C'est vrai que ça peut arriver, je comprends totalement. Après, il faut regarder aussi la facture. Si c'est un frigo qui a 10 ans, ben on le sait, un réfrigérateur se change à peu près tous les 9-10 ans. Et après, il suffit aussi d'avoir de la médiation avec son locataire. Je pars du principe où plus on prend soin de son locataire et de ce qu'il y a dans l'appartement, plus le locataire va rester plus longtemps. Donc je recommande quand même au propriétaire de se faire violence. Et d'acheter un nouveau frigo, du coup, hein, c'est ça. Oui, ok. Ouais. Une deuxième question maintenant pour vous, Jérémy Souris. C'est Anne qui est en région parisienne. Absolument. Alors, Anne souhaite acheter une maison, mais celle-ci est occupée par une locataire, et attention, qui n'a pas de bail. L'agent immobilier a dit à Anne qu'il n'y avait pas de problème, d'autant que cette locataire sans bail, c'est sa propre sœur à l'agent immobilier. Voilà. Bon, mais quand même, Anne se demande quelles précautions elle doit prendre. Est-ce que dans le compromis de vente de la maison, il ne faut pas insérer une clause suspensive qui finalement mettrait fin à l'acquisition au cas où la locataire sans bail de cette maison, sœur de l'agent immobilier, refuserait de partir finalement. C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué en effet. Oui, prudence sur ce sujet-là. C'est un sujet qui peut arriver pas mal de fois d'ailleurs dernièrement. La première chose à faire, vous me l'avez dit, il n'y a pas de bail. Donc c'est vérifier s'il y a un paiement des loyers tous les mois. S'il y a un paiement des loyers tous les mois et que ça termine en procédure, que la locataire ne veut pas partir, un juge tout simplement pourrait considérer qu'il y a un bail verbal. Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe. Un bail verbal tout simplement parce que les loyers sont payés en fait. Parce qu'il y a un loyer versé tous les mois, donc c'est comme s'il y avait un bail existant. Ok. Donc ça pourrait engendrer une procédure qui pourrait durer longtemps. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas de paiement des loyers. S'il y a un paiement des loyers, s'assurer qu'un congé pour vendre ait été donné, quand même s'il n'y a pas de bail écrit, s'assurer qu'il y en ait eu un de donné, ou alors qu'il y ait un congé de la personne qui occupe le bien. Oui, parce que la personne peut faire un courrier en attestant qu'elle libérera les lieux à telle date pour la vente du bien. Donc ça, c'est possible. Ensuite, même si on a ce courrier-là, il faut se protéger. Donc bien sûr, dans le compromis, on insère une condition suspensive. On insère la condition que le bien devra être libre de toute occupation le jour de la signature et que s'il ne l'est pas, il n'y aura aucune indemnité et que le compromis sera caduc. D'accord. Voilà, comme ça, au moins, il y a cette protection-là. On fait une visite une semaine ou quelques jours avant la signature authentique. Et comme ça, on s'assure que le bien est bien libéré, qu'il n'y a plus de meubles, que tout est vide.
D'accord, mais donc effectivement, c'est ça. Anne avait une bonne intuition. Il faut insérer une clause suspensive dans le compromis de vente. Exactement. Okay. Et je recommande même de le compromis, aller le signer chez un notaire. Comme ça, c'est vraiment le notaire qui va s'assurer de protéger Anne correctement. Parce que là, l'agent immobilier, pour le coup, il ne protège pas. Il présente un bien qui est un petit peu... c'est un peu borderline. Oui, c'est ça, c'est un peu borderline. Parce que non seulement il n'y a pas de bail, mais alors en plus, c'est sa sœur. Donc on comprend que lui dit, bah oui, mais c'est ma sœur, je la connais, vous pouvez lui faire confiance. Oui, mais on ne connaît pas l'agent immobilier. Bon, bref. T'inquiète mon copain, comme on dit. C'est ça. Il faut se méfier quand même. Voilà, faites appel à des professionnels. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir reçu. À très bientôt sur le plateau du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Dans un instant, notre experte, avocate, notre notaire, Nathalie Cousigou-Suas, ce sera avec nous dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Vous restez là. Vos questions, nos réponses. Dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, on aime répondre à vos questions puisque nos experts ont les réponses. Et en l'occurrence, notre experte notaire, Nathalie Cousigou-Suas. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Merci beaucoup. On vous retrouve régulièrement avec plaisir. On a des questions pour vous. La première est d'Alain à Grenoble. Alors, Christine. Absolument. Alain souhaite acheter sa résidence principale. Pour obtenir un prêt, pour présenter la meilleure figure possible à la banque, Alain se demande s'il vaut mieux vendre son investissement locatif afin de gonfler son apport, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux le garder puisque cet investissement locatif lui procure 900 € de revenus, de loyer par mois. Nathalie, quelle est la meilleure stratégie pour Alain ? Alors là, c'est vraiment de l'arbitrage. Moi, j'aurais tendance à conseiller à Alain de conserver cet investissement locatif, puisque effectivement ça a l'air, on ne voit pas la rentabilité. Alain ne nous dit pas combien il l'a payé, combien il doit régler de crédit, mais manifestement c'est un bon rendement locatif d'après ce que je vois. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas Alain qui va décider, c'est la banque, parce que vous savez qu'en France il y a des recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière. C'est pas inscrit dans la loi, mais c'est des recommandations pour les banques, lesquelles ne peuvent pas prêter au-delà normalement de 35% des revenus nets en fait de l'emprunteur. Donc tout dépendra effectivement de l'endettement d'Alain. Donc il faut qu'il aille voir sa banque. Si sa banque accepte, moi je ne saurais trop lui recommander de conserver cet investissement locatif. Et oui, parce qu'avec ces 900 € de loyer par mois, il s'autofinance. Ça peut baisser son taux, forcément ça baisse son taux d'effort. Et puis j'ai l'impression qu'il peut aussi s'autofinancer. Alors notons que vous savez qu'il y a eu récemment une augmentation de ce qu'on appelle à tort les frais de notaire, les frais de mutation. Certains départements, en fait, ont augmenté les taxes que l'on paye à l'occasion d'un achat. Si c'est sa première fois, si c'est la première résidence principale d'Alain, il va pouvoir bénéficier du taux d'avant, bien qu'il soit propriétaire d'un logement locatif. C'est toujours ça de prix, mais il devra quand même payer des frais de mutation, mais il bénéficiera quand même de l'ancien tarif. Et pourquoi, Nathalie ? Parce qu'en fait, vous êtes sûrement informé qu'il y a eu une augmentation des frais de mutation à partir qui est rentrée en vigueur, qui ne s'applique pas aux primo-accédants. Oui, pardon. Donc du coup, Alain pourra conserver l'ancien taux, ce qui n'a rien à voir avec notre question, mais je le dis quand même. Mais pour la question d'Alain, j'ai envie de vous dire, tout dépend de ce que décide la banque. D'accord. Mais moi, j'aurais tendance à dire que, en plus, c'est dommage de vendre un bien qui est loué parce que, partant, il va le vendre avec une diminution de prix, puisque effectivement, il ne sera pas occupé. Moi, j'aurais tendance à conseiller à Alain que si la banque le suit, bien sûr, qu'il conserve son investissement locatif. Et puis, si malheureusement, un jour, il trouve effectivement que les échéances de mener de front ces deux projets et que le locataire s'en va, eh bien, qu'il vende le bien. Mais aujourd'hui, si ça passe, j'aurais tendance à conseiller à Alain de conserver cet investissement locatif. Tout dépend fait de son taux d'endettement. D'accord. Les premiers réflexes, donc la banque. Une autre question pour vous, Maître Cousigou-Suas, c'est Béatrice qui est à Fontenay-sous-Bois. Alors, accrochons-nous. Béatrice est mariée sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquet. Vous allez nous définir ça, Nathalie, parce que moi, j'avoue que j'ai découvert à l'occasion de cette question la société d'acquet. Société d'acquet dont l'objet est la résidence principale qu'elle a avec son mari. Tous deux souhaitent la faire agrandir, mais Béatrice sera la seule à financer ses travaux d'agrandissement. On ne sait pas pourquoi, mais son mari ne participera pas au financement. Du coup,
Béatrice se dit qu'en cas de séparation avec son mari, elle aimerait bien récupérer ce, entre guillemets, enfin, ce montant, cet investissement voilà, dans les travaux. Et comment faire ? Par exemple, est-ce qu'il faut qu'elle crée une société civile immobilière avec leurs enfants, mais pas le mari pour investir dans les travaux ? Non. C'est un peu compliqué. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la société d'acquêt, qu'est-ce que c'est ? En fait, là, les époux ont établi un contrat de mariage, donc ça suppose une démarche volontaire. Ils ont établi un contrat de mariage qu'on appelle hybride, hein. C'est-à-dire que c'est un contrat de séparation de biens, donc chacun est totalement indépendant, il fait ce qu'il veut sur ses biens. En revanche, on met une sorte de bulle de communauté qu'on définit chez le notaire. Voilà, on va dire, on est en séparation de biens, mais on décide de mettre une bulle où on va considérer qu'on est moitié-moitié. Pour la résidence principale, qu'elle soit détenue soit en direct ou par la forme d'une SCI, soit pour les conjoints. Donc, j'attire votre attention que c'est des contrats un peu complexes parce que la rédaction chez le notaire doit être extrêmement précise. D'accord. Dans ce cas, il faudra vraisemblablement dire, voilà, on fait une société d'acquêt, par exemple, pour la résidence principale, ce que notre auditrice a dû faire, mais on dit que les revenus, les gains et salaires, participeront, qu'on mettra pour acquérir ce bien, participeront de cette société d'acquêt. Concrètement, le financement de ce bien, normalement, ça va être commun. Donc, tout dépend du contrat. Donc, si notre lectrice, c'est ses gains et salaires, c'est ses revenus concrètement, qu'elle met pour améliorer le bien, manifestement, tout dépend des clauses du contrat, mais ça participe de la société d'acquêt. Tout dépend, voyez ce qu'on a mis dans le contrat, parce que la société d'acquêt, le bien, il n'arrive pas ex nihilo, il faut bien le financer. Donc, souvent, le notaire aura pris soin de mettre, ça sera, par exemple, la résidence principale financée à l'occasion des gains et salaires, concrètement des revenus du travail ou des revenus des biens propres ou personnels. Bon, tout dépend donc du contrat. Admettons que le contrat n'ait pas prévu ça. De deux choses l'une, alors c'est un peu complexe, mais soit c'est des revenus au mois le mois qui sont payés parce qu'en fait, il y a un prêt qui sera remboursé au mois le mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que de rembourser un prêt au mois le mois, à destination de la résidence principale, on considère que c'est ce qu'on appelle une contribution aux charges du mariage. C'est normal, quoi. C'est comme si on payait un loyer. Du coup, il n'y a pas de compensation. En revanche, si notre auditrice, si notre lectrice, c'est un capital qu'elle apporte, acquis, par exemple, non pas avec les revenus de son travail, mais parce qu'elle l'avait avant de se marier ou parce que c'est une donation, dans ces cas-là, effectivement, il faut qu'elle conserve la preuve de cet apport dans cette bulle de communauté. Et en cas de séparation ou de décès, elle aura la possibilité de le récupérer parce que le droit prévoit un système de compensation qui s'appelle les récompenses. Ça ne s'invente pas, c'est le terme. Et dans ce cas-là, elle récupérera la plus-value apportée au bien par ses travaux. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile parce que je vous cache pas que lorsqu'on se sépare, concrètement, on va se disputer sur la plus-value. Déjà, on va dire, mais non, je considère que le bien, grâce à ses travaux, il a augmenté de 10%. L'autre va dire, celui qui a apporté, non, il a augmenté de 25%. Parce qu'on récupérera, du coup, la plus-value qu'on a apportée avant de se partager la différence. J'ai l'impression que le premier conseil que vous donnez à Béatrice, là, c'est de bien relire son contrat et peut-être aux côtés de son notaire. Exactement, qu'elle aille voir et pourquoi pas avec son mari, que ça soit très clair. Il faut absolument, parce que c'est des clauses du contrat qui doivent vraiment être très claires. Parce que sinon, que va-t-il se passer ? En cas de conflit, alors le conflit peut arriver quand ? Soit quand on se sépare, soit qu'on décède et qu'on est confronté à des enfants d'union différentes de la sienne. Parce que du coup, les clauses, donc c'est des clauses vraiment qui doivent être maniées avec précaution. Personnellement, je trouve que c'est des contrats un peu difficiles à manier, justement parce que les clauses sont difficiles à rédiger. Parfois, on fait plus des contrats de séparation de biens avec ce que j'appelle des clauses adoucissantes ou d'autres contrats. Mais il faut vraiment que Béatrice relise clairement les clauses de son contrat parce que c'est ce qui fait l'économie. Mais n'oublions pas qu'il y a toute une tendance jurisprudentielle bien acquise qui dit que lorsqu'on rembourse un crédit en séparation de biens ou pour la résidence principale, on considère que ça participe des charges de la vie courante pour lesquelles, en principe, il n'y a pas de compte. D'accord.
Et donc la SCI, tout ça, elle laisse tomber. Ah non, pour la résidence principale, je vous déconseille de faire une SCI et surtout pas avec des enfants mineurs. Non, parce qu'après, le remède est pire que le mal. Le mal, on pourrait plus vendre sans l'accord du juge des tutelles. Ah ben oui, surtout pas de SCI. Bien, d'accord. Non, ça c'est pas du tout. C'est pas la solution. Pour être clair, concrètement, si Béatrice, si c'est de l'argent qui lui vient de sa famille ou qu'elle avait avant le mariage ou ses économies selon le contrat, qu'elle garde la preuve. Oui, concrètement, pourquoi pas le faire écrire par son mari qui reconnaît bien volontiers qu'elle a investi 50 000 € dans, je ne sais pas, l'agrandissement de la maison. Au moins, il y aura cette preuve avec la preuve des virements. D'accord, c'est très, très pratique, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nathalie Cousy-Goussuas. On vous retrouve votre étude dans le 5e à Paris, Walter à Paris, et experte, vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Avec plaisir. À suivre dans le grand rendez-vous de l'immobilier, la suite de notre entretien avec Charles Marinakis, le président du réseau Century 21. On parle prix, spécial prix ce mois-ci. La grande interview. Les amis, de retour sur le grand rendez-vous de l'immobilier pour la seconde partie de l'entretien spécial prix immobilier. On ne pouvait pas faire mieux que d'avoir avec nous le président de Century 21. Merci Charles Marinakis de rester sur notre plateau. On va toujours parler prix parce que les prix, ça commence, c'est un peu le curseur. Christine, du marché de l'immobilier. On va parler des conseils qu'on peut donner. Et évidemment, on ne va pas se mentir, un acheteur immobilier, son premier critère, c'est quand même celui du prix. On en a parlé tout à l'heure, les prix remontent déjà un petit peu après 2 ans et demi de crise immobilière. Charles Marinakis, quel conseil vous donneriez aux vendeurs qui nous écoutent et qui se disent aujourd'hui, oh mais quand même, je lis sur capital.fr, bref ailleurs, que les taux de crédit ont baissé régulièrement depuis plus d'1 an, ils ont baissé depuis d'1 point environ. Du coup, ça redonne de la marge de manœuvre financière aux acquéreurs. Les banques prêtent plus facilement. Du coup, moi, je veux bien mon agent immobilier, là, depuis des mois, il me disait attention au prix, les taux d'intérêt sont élevés. Là, ils baissent. Moi, j'ai aucune envie de faire une moins-value. J'ai pas envie de faire une opération blanche. J'ai envie de faire une plus-value. Du coup, je vais monter mon prix. Les agents immobiliers, aujourd'hui, là, en mai 2025, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces vendeurs qui souhaitent augmenter leur prix? Surtout pas de bol pour ceux qui avaient acheté un peu haut et qui voudraient revendre maintenant. Ben oui. Bon. Oui, alors ça c'est l'éternel sujet, mais non, je crois que c'est le traitement de cette objection, en fait, il est assez simple en réalité. Voilà. Le grand axiome de base, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure de manière la plus simpliste qui soit, ce que je donne au vendeur, je ne peux pas le donner à la banque, et ce que je donne à la banque, je ne peux pas le donner au vendeur. Voilà. Ça, c'est une mécanique implacable. Voilà. Donc, à chaque fois que vous montez le prix, vous réduisez mécaniquement le nombre d'acquéreurs potentiels pour votre bien. Mécaniquement. C'est mathématique. C'est mathématique, voilà. Donc, ça, en fait, ça va dépendre de votre statut de vendeur. Est-ce que vous êtes un vendeur contraint, incertain ou opportun? Contraint, c'est-à-dire je divorce malheureusement, il faut qu'on vende la maison. Voilà, je suis muté. Contraint, là on parle de ça, c'est le printemps de l'immobilier. Vous savez, au printemps, il y a beaucoup de mutations parce qu'en fait, on prépare la rentrée. Contraint, alors ça peut être contraint pour des raisons positives. Ma famille s'agrandit, je suis muté professionnellement, j'ai choisi de changer de vie et je veux aller en province, etc. Tout ça, c'est des bonnes raisons. Puis il y a des contraintes moins sympas. Du type je me sépare, ou l'un des deux est tombé malade, ou l'un des deux est décédé, etc. Donc voilà, il y a des contraintes moins sympathiques que d'autres. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes contraint. Quand je dis contraint, vous êtes pris dans un délai de réalisation, voilà, qui est fixé, qui est connu. Et qui est de combien ? Ça dépend, ça peut être 3 mois, 6 mois. Il y a des gens qui sont plus ou moins prudents, qui s'y prennent très longtemps. En moyenne, c'est quoi, entre 3 et 6 mois quoi. Non, c'est plus que 6 mois. C'est plus que 6 mois. D'accord. Ouais, c'est plutôt entre 6 mois et 1 an qu'il faut s'y prendre. Voilà, parce qu'il y a déjà un délai de réitération qui s'est allongé pour cause d'encombrement chez les notaires. Donc voilà, il faut vraiment s'y prendre à minima 6 mois à l'avance. Mais en tout cas, vous avez une échéance qui est connue. Donc si vous avez une échéance qui est connue, forcément, si vous n'êtes pas au prix du marché, vous ne vendrez pas. Ça, c'est mécanique. Après, vous avez les vendeurs incertains. Voilà. Ou plutôt, on va éliminer les opportuns. Les opportuns, c'est ils utilisent de nombreux portails qui sont à leur disposition aujourd'hui, où ils peuvent déposer leurs biens gentiment. Ils prennent 3 photos, 5 photos, ils le mettent sur un portail, ils le mettent à 1,5 fois le prix, la valeur de marché, et puis ils disent il y aura bien, je ne vais pas donner le mot parce que c'est péjoratif. En fait, hein. Ils voient si ça mord, voilà. Mais en fait,
il n'est pas vraiment vendeur. Donc, il est prêt à vendre à 1,5 fois du prix, mais en fait, il n'est pas vendeur. Voilà. Donc, cette population-là, elle va végéter jusqu'à ce qu'il change de tranche. Reste une partie des Français qui sont incertains. C'est ceux dont vous me parlez, qui se grattent la tête en disant « Bon, alors, je vends pas. Est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment ?» Voilà. Mais ça, c'est l'affaire de chacun. C'est tellement intuitu personae. Si vous voulez, est-ce que vous avez acheté une période où vous avez acheté relativement haut, auquel cas, c'est difficile pour vous allez perdre de l'argent. A contrario, vous avez acheté il y a 20 ans ou 25 ans, vous allez déjà réaliser une grosse plus-value sur la vente de votre bien. Est-ce que c'est très grave de faire 1 ou 3% de moins sur votre plus-value, dont je vous rappelle quand même qu'elle est entièrement défiscalisée, parce que oui, Français, sur la résidence principale, sur la résidence principale, donc les Français ils ont un peu la mémoire courte sur ces sujets-là, que c'est quand même de la plus-value qu'ils empochent de manière défiscalisée, et c'est tant mieux comme ça. Mais là, c'est l'affaire de chacun. Voilà, chacun devra, en fonction de la situation et du contexte dans lequel il est, dire bon je vais mettre en vente, parce que moi c'est ce que je ferai, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure à Sylvain, je vous le redis, ça fait très longtemps que les planètes n'ont pas été aussi bien alignées. Voilà, les prix sont redevenus raisonnables, mais vous perdrez pas. Ça va durer combien de temps? Ah, ça... non, mais avec l'expérience que vous avez... non, ça peut durer. Moi, je pense que ça peut durer. On va quand même pas raser gratis à nouveau pendant non, on va pas raser gratis. Non, mais moi, je pense que ça peut durer, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça peut durer de manière structurée et intelligente. Voilà. Ah bon? Ouais, ça veut dire si les taux se maintiennent autour de 3%, ce qui a l'air d'être le cas aujourd'hui, ça nourrit tout le monde. C'est pas incohérent d'emprunter à 3%, je suis désolé de le dire. Ça s'est déjà vu. Voilà, en ça s'est déjà vu, il n'y a pas d'incohérence. À ces niveaux-là. Et puis la banque gagne sa vie à 3,5, entre 3 et 3,5. Donc chacun y trouve son affaire. Voilà. C'est pour ça que ça peut durer. Si les prix n'augmentent pas de manière brutale... Pas au-delà de 3%, voilà, vous nous si disiez chacun tout à l'heure, reste extrêmement raisonnable dans ses exigences financières, eh bien on peut avoir au contraire un marché qui va retrouver des couleurs, une tonicité, qui va revenir sur un gabarit que moi je considère comme étant le gabarit du marché français. C'est aux alentours de 850 000 ventes à l'année. Voilà. Et là, ça peut... Ah oui, quand même. Ok, donc à 1 million d'euros, on était vraiment dans l'exceptionnel. Oui, mais évidemment, tout ça était totalement artificiel. On était dans le surspéculatif. Le surspéculatif, mais 850 000 ventes en 2025, c'est une belle amélioration par rapport à 2024. Bien sûr, il y a 778 000 ventes l'année dernière. Donc ça fait un bon 10% de croissance. À démographie constante, on est d'accord. À démographie constante et surtout à structure de foyer constant. Voilà. Ah d'accord, ok. En fait, si vous voulez, moi je partage cette analyse, on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet-là, c'est la démographie et la structure des ménages français la décohabitation, oui, ça a fait exploser les séparations. Exactement. Alors, un mot sur les villes où on trouve encore des prix en baisse. On a parlé de Bordeaux, où ça a baissé. On parle de Bordeaux, on peut parler de la Normandie. Moi, je veux bien un petit focus quand vous dites sur Normandie, c'est très déprimé, Nantes. Il y a quelque chose au-delà du fait que les prix avaient monté. Est-ce que, en termes de... À Nantes, ce qui est déprimant, c'est la sécurité. Alors voilà, c'est ça. Voilà, parce que là, je peux vous dire que ça s'est quand même sévèrement dégradé. Vous confirmez ça? Oui. Alors moi, je ne sais pas dire si la sécurité s'est dégradée à Nantes. Okay. J'entends et je lis comme vous que la sécurité s'est dégradée à Nantes. Voilà. Après, là aussi, les prix sur cette partie-là de la France avaient beaucoup augmenté. Ils ont beaucoup baissé ces derniers temps. Et là, mais ça continue, visiblement. Ça continue de baisser, mais pour le coup, je vois que le marché sur les pays de la Loire, typiquement, le volume de transactions a quand même... augmenté de 25%. Hein, donc sur quelle période, là, au premier trimestre? Oui, au premier trimestre. Donc ça s'est vraiment redynamisé. Alors, vous avez parlé des villes. Mais c'est des marchés qui étaient atones, qui étaient devenus vraiment atones. On va donner le nom des villes si vous les avez en tête. Quand vous dites la Normandie, quelle ville en particulier? Je pense à Caen, par exemple, ou la Côte-Fleurie, typiquement. Ok, voilà. La Côte-Fleurie. D'autres régions impactées? Beaucoup l'ouest de la France. Finalement, la Bretagne est finalement... L'arc atlantique Oui, l'arc atlantique, en partant de Brest jusqu'à Hendaye. Les villes de Bretagne, par exemple, qui étaient un peu balnéaires, comme les Brest, typiquement. Finistère. Voilà. Finistère Nord, c'est autre chose. Voilà, ou Golfe du Morbihan, par exemple. Golfe du Morbihan, extrêmement prisé encore. Ça reste malgré des destinations privilégiées. Ok, donc on voit bien que ceux qui sont sur les façades mer, enfin ceux qui sont en bord de mer, n'ont pas trop souffert, en fait. Si, ils ont souffert parce que, alors, à part Nice ou Nice... Oui, c'est toujours la même histoire, mais parce que c'est la même histoire. Ils achètent cash. Voilà, c'est un marché particulier. Oui, c'est un marché particulier. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui investissent dans cette région-là de la France. Mais je pense que la côte ouest, si vous voulez, c'est sans doute celle qui a été le plus impactée par cette inflation soudaine des prix et qui lui a été profitable pendant quelques mois.
mais qui l'a desservi sur les 2 dernières années, clairement. Nous avons encore 2 sujets pour cette deuxième partie d'émission. Un sujet, Christine, sur les résidences secondaires. Oui, justement, c'est de cette saison, les résidences secondaires. Et puis, je voudrais avoir votre analyse de ce marché, parce que moi, ce que j'entends dire, c'est que le marché des résidences secondaires, c'est un marché qui, pour le moment, est assez figé, assez grippé. C'est ce qu'on m'a dit, parce que les gens ne sont pas pressés finalement, que ce soit du côté vendeur ou du côté acheteur. C'est pas justement des ventes contraintes ni des achats contraints. Dans la résidence secondaire, on est plutôt dans l'achat plaisir. Et du côté des vendeurs, bon, s'ils ont pas, si on leur propose pas le prix qu'ils souhaitent, c'est pas très grave. Ils sont pas forcément obligés de vendre. Vous, quelle est votre analyse aujourd'hui, Charles Marinakis, du marché de la résidence secondaire, des marchés des résidences secondaires, sans doute? C'est difficile de parler d'un marché uniforme en France. Non, pour le coup, il ne l'est vraiment pas, surtout sur la résidence secondaire. Oui. D'abord, je voudrais relativiser l'impact de la résidence secondaire sur le marché français. D'accord, voilà. Oui. Parce que souvent, on a dit oui, mais les Français, ils ont des résidences secondaires, donc ils vont acheter des maisons, c'est inflationniste, etc. La résidence secondaire, c'est 10% du parc des logements en France. D'accord. Voilà. Factuellement, c'est 10%. En fait, en France, c'est 82% de résidences principales, 10% de résidences secondaires et 8% de logements vacants. Donc, si vous voulez trouver un scandale là-dedans, c'est dans le logement vacant qu'il faut aller le chercher, pas dans la résidence secondaire. Oui. C'est intéressant. Parce que non, mais c'est vrai, parce que tout le monde tape sur la résidence secondaire. Voilà. C'est un faux sujet. Fiscalement, effectivement, c'est ça. Voilà. Je vous vois arriver, je pense. Voilà, donc vous arrivez sur la vraie... Moi, je pense qu'il y a un ralentissement aujourd'hui sur l'investissement dans la résidence secondaire. Il y a plusieurs phénomènes défavorables, si vous voulez. Premièrement, il y a une fiscalité qui demeure incertaine. Et la tentative du gouvernement, c'est d'aller fiscaliser à outrance la résidence secondaire. Oui, on le rappelle, elle reste soumise à la taxe d'habitation, ce qui n'est plus le cas de la résidence principale. Exactement. Et en plus, dans près de 4000 communes, on peut majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60%. C'est assimilé à des logements vacants, ce qui est faux au demeurant, mais c'est assimilé. Donc, il y a une espèce de crispation fiscale autour de la résidence secondaire. C'est clair. Taxe foncière, taxe d'habitation, surtaxe d'habitation le cas échéant. Voilà. Deuxième réglementation qui vient contrarier un peu ça, c'est la modification de l'aménagement fiscal de la location meublée professionnelle ou non professionnelle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la louer. Et puis, vous avez l'aménagement maintenant de la loi Le Meur, si vous voulez, qui a bouleversé les conditions dans lesquelles vous pouvez relouer à titre accessoire cette maison-là. Voilà. Donc, ça veut dire que les revenus additionnels sur lesquels vous pouviez éventuellement vous adosser pour acheter une résidence secondaire en disant je vais acheter sur la côte atlantique, mais je vais pouvoir le louer 5 ou 10 fois dans l'année ou 15 fois dans l'année ou 20 fois dans l'année avec des revenus substantiels qui vont me permettre d'assurer le financement de ce que j'ai acquis, vous ne pourrez plus l'avoir. Voilà. Donc, il y a aussi un contexte, si vous voulez, tout un contexte juridico-fiscal autour de la résidence secondaire qui n'incite pas aujourd'hui les Français, si vous voulez, à faire ce type d'acquisition. Voilà. D'accord. Voilà. Alors après, les prix, moi, j'y crois pas trop parce que ça a bien servi, je vais les appeler comme ça, les autochtones, quand les bons Parisiens venaient avec beaucoup de sous parce qu'ils avaient vendu des appartements ou des maisons dans la région parisienne et qu'ils achetaient 1,2 fois ou 1,3 fois ou 1,5 fois le prix, ça a bien arrangé tout le monde aussi. Hein. Donc à un moment donné, là aussi, il ne faut pas cracher dans la soupe. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Ce marché, cette source, elle s'est tarie aujourd'hui. Donc vous avez raison, c'est redevenu un marché naturel d'offres et de demande. D'accord. Et la raison pour laquelle je vous dis que ça a baissé, c'est que cette demande, elle s'est fragilisée pour les raisons juridico-fiscales. Voilà. D'accord. Une toute dernière question avant de nous quitter, qui est une question d'actualité, puisqu'effectivement, enfin peut-être... alors, depuis le nombre d'années que vous êtes dans le métier, et également d'ailleurs, c'est la première fois que l'on voit que la commission qui a été constituée par le groupe du sénateur Daubresse et de Mickaël Cosson, député et donc Sénat et Assemblée, la copie a été rédigée, on a à peu près les grands axes. On a une réunion demain à 17h, enfin pas moi, mais il y a une réunion chez la ministre du Logement sur le statut du bailleur privé demain. Sur le statut du bailleur privé, enfin, que l'on va voir le jour. Là, la question est très simple. Il est tout à fait probable, d'après les sources du ministère, que le statut du bailleur privé soit adopté cette année. Question, est-ce que vous êtes favorable, vous, en tant que professionnel, à un système d'amortissement ou plutôt à une déduction forfaitaire? La vraie bonne nouvelle, c'est que ce sujet-là ne soit plus un sujet tabou et que ce soit un sujet d'actualité. Donc c'est effectivement confirmé d'après les informations que j'ai. Ça serait le seul dispositif d'aide à la pierre qui permettrait de relancer l'investissement immobilier. Oui, mais c'est un dispositif qui est absolument nécessaire.
Bon, je ne traîne pas dans les couloirs du ministère du Logement, mais pour autant, j'écoute un peu ce qui remonte du marché. Et effectivement, il est prévu que ce statut soit inscrit dans le projet de loi de finances 2026. Donc, ça veut dire que quelque chose va être mécaniquement arbitré pour la rentrée de septembre. Voilà. Le sujet de l'amortissement ou de la déductibilité fiscale, c'est le sempiternel sujet de la plus-value à terme. En fait, l'amortissement, moi, je trouverais ça plus logique, si vous voulez, que les biens soient amortissables. Voilà. Sauf que quand ils sont amortissables, le sujet, c'est qu'une fois que vous avez amorti pendant 10 ans, votre plus-value, elle est calculée sur la valeur nette comptable et non plus sur la valeur d'acquisition. Donc, ça veut dire que ça augmente votre assiette de la plus-value. Oui, et donc l'impôt que vous allez payer en cas de vente. Et donc l'impôt que vous allez payer le jour où vous décidez de le vendre. Voilà. D'accord. Parce que la logique d'une chose, c'est que quand elle est usée, c'est de l'amortir. Ouais, voilà. Sauf aménagement qui permettrait, par exemple, si vous vous engagez à le louer à un prix correct ou un prix plafonné, il pourrait y avoir soit une exonération totale, soit une exonération partielle. Voilà, donc c'est ça qu'il faut réfléchir. Ce que je crois, c'est que la philosophie du texte, elle doit intégrer une chose qui, à mon avis, est essentielle. Parce que finalement, il faut reconnaître aux bailleurs privés, parce que quand on dit un bailleur privé, c'est presque un gros mot. Hein, tu as l'impression que c'est... Moi, je veux qu'on sorte de ce carcan-là. Oui. Là, on dit c'est le méchant bailleur qui va louer à un prix délirant, le rentier, aux gentils locataires. Là, on parle plutôt de petits propriétaires qui ont besoin de ça pour vivre. C'est ça dont on parle. C'est des compléments de retraite, c'est des choses qui sont factuelles, etc. Voilà. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de redonner à l'engagement dans l'immobilier, à l'investissement immobilier, une valeur sociale et sociétale qu'il a perdue. Je m'explique. Est-ce que c'est plus civique d'acheter des actions du CAC 40, d'accord, qui ne bénéficie qu'à son seul propriétaire et qui n'a pas d'autre vertu que d'alimenter les marchés financiers? Ou est-ce que c'est plus vertueux d'acheter un studio ou un appartement dans la ville de votre choix et le mettre à disposition des Françaises et des Français qui en ont besoin pour se louer? Des étudiants, par exemple. Entre autres. Mais il y a bien d'autres gens qui ne sont pas étudiants. Parce que les étudiants, je vais le dire de manière un peu crue, ils se démerdent toujours. Voilà, ils finissent toujours par se démerder. Et ils sont étudiants, ils sont jeunes. Mais pour des familles, c'est compliqué. La situation, elle est dramatique pour des gens qui sont en situation de famille, voire de situation de famille monoparentale, et qui ne peuvent pas se loger. Et donc, qu'est-ce qui est le plus je veux dire, civil ou civique? D'acheter un appartement, de faire cet investissement-là, de le mettre à la disposition dans des loyers contrôlés et sous engagement de délivrance, ça veut dire une délivrance. Moi, je pense que les bailleurs doivent s'inscrire dans un sujet et s'engager dans de la délivrance, et de la délivrance technique, énergétique, dans une délivrance économique. Ça veut dire, je garantis un loyer, je garantis une compatibilité énergétique. Il y a un engagement en contrepartie du statut du bailleur. Voilà, ça serait intéressant. Mais ça, c'est vachement plus intéressant que de mettre son argent dans le CAC 40. Et c'est beaucoup plus sociétal et civique, d'accord, que de faire ça. Ça veut dire qu'il faut l'encourager fiscalement et qu'on doit avoir plus d'intérêt à mettre notre argent dans un investissement locatif que de le mettre dans des actions. Ça veut dire qu'il faut que ce soit plus intéressant que la flat tax. C'est un message direct envoyé à Emmanuel Macron, président de la République. Inventeur de la flat tax. Voilà, à bon entendeur, salut. C'est un vrai plaisir de vous avoir eu sur le plateau, Charles Marinakis. Merci à tous les deux de votre Je rappelle que vous êtes le président de Century 21. On peut retrouver sur le site internet www.century avec un Y21.fr et vous avez tous les biens du marché dans toutes les villes de France que vous avez. Vous êtes un réseau qui a la plus forte capillarité géographique. Voilà, à suivre les experts, comme d'habitude. Je vous rappelle que vous pouvez écrire sur le club Les Propriés gérés par nos amis de Capital sur Facebook. On se retrouve dans quelques instants. Vos questions, nos réponses. Chaque mois, on répond à vos questions, celles que vous posez sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Notre expert avocat est avec nous, Maître Romain Rossilandi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Christine, une question pour commencer d'Hélène. Elle est à Montpellier. Oui, Hélène. Alors, Romain, Hélène a investi en Pinel il y a 6 ans. Donc, le Pinel, on le rappelle, c'était cet avantage fiscal, enfin un avantage fiscal. Et alors, elle se dit, au bout de 6 ans de location, mon investissement locatif arrive en fin de Pinel. Comment passer à un loyer non plafonné, puisque dans le cadre du Pinel, on loue à des personnes qui sont sous condition de revenus un loyer plafonné. Donc, au bout de 6 ans, comment passer un loyer non plafonné dans la mesure où mon locataire ne change pas? Il reste le même. Est-ce que je peux augmenter mon loyer plus que l'IRL, c'est-à-dire l'indice de référence des loyers?
Alors, je suis content que vous posiez cette question parce qu'on me la pose très régulièrement aussi. Et les gens font souvent un amalgame entre ce que leur permet effectivement le plafonnement, qui est un avantage fiscal prévu par la loi Pinel. Effectivement, vous êtes engagé à plafonner le loyer pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, selon le dispositif. Mais par contre, vous avez un contrat de location avec votre locataire. Et votre contrat de location, malheureusement, vous interdit expressément de déplafonner comme ça au bout de 6 ans. Ça n'est pas possible. Donc il y a une dichotomie entre la fin du dispositif Pinel, de la fin de l'avantage fiscal, et effectivement ce que vous prévoit la loi de 89 sur les baux d'habitation. Ce qui veut dire que concrètement, sans changement de locataire, vous êtes soumis à la loi de 89, peu importe que le dispositif fiscal ait pris fin, et donc vous ne pouvez pas augmenter le loyer, vous restez plafonné. Alors vous pouvez l'augmenter chaque année avec l'IRL, bien sûr. Oui, encore faut-il que le bail est prévu, parce qu'il y a aussi beaucoup de baux qui ne prévoient pas la révision annuelle. Mais sinon, vous êtes coincé. Et c'est souvent des gens qui ont investi dans le Pinel pensant acheter d'abord un avantage fiscal. Ils oublient qu'avant l'avantage fiscal, ils sont bailleurs et qui louent un contrat de location avec un locataire. Donc pour cette personne, il n'y a pas de solution. Soit changer de locataire, attendre que le locataire donne congé. Parce que aussi, il faut rappeler, et ça aussi, on me le pose toujours, oui, mais je vais donner congé pour pouvoir augmenter le loyer. Absolument pas. On n'a pas le droit de donner congé pour augmenter un loyer. On peut donner congé que pour habiter ou pour vendre. Donc ça limite beaucoup la possibilité. Alors il reste quand même une possibilité pour le bailleur. C'est quand le loyer est manifestement sous-évalué, ce qui peut arriver parce que Pinel, c'est souvent en zone tendue. Et effectivement, souvent, on est en dessous des prix du marché. Alors, il y a une procédure qui est prévue par la loi de 89 pour les loyers manifestement sous-évalués. C'est extrêmement compliqué pour le bailleur. Il faut prévenir, je vous le fais rapidement, 6 mois avant l'échéance du bail, fournir 6 références, mais des références extrêmement précises, détaillées, avec le détail, ventilation, loyer, charge, l'étage, l'ascenseur, enfin, etc. Donc ça va très très loin. Et si le locataire n'est pas d'accord, alors qu'on lui fournit tous les justificatifs, il faut encore aller par la case commission de conciliation et ensuite par la case tribunal. Et ça peut durer 2 ans. Concrètement, moi, mes clients, laisse tomber, personne ne se lance là-dedans. C'est une disposition qui existe, qui n'est jamais utilisée. J'ai dû le faire 2 fois, moi, dans ma carrière. Donc les gens préfèrent attendre que le locataire parte pour pouvoir relouer au prix du marché. D'accord, donc là concrètement, au bout de 6 ans, si le locataire d'Hélène ne change pas, donc elle perd son avantage fiscal Pinel et elle ne peut pas augmenter le loyer. Voilà, elle perd son avantage fiscal et elle continue à louer un loyer plafonné, puisque c'est le même locataire. Et dans le même, là je m'éloigne un peu, mais j'ai eu des dossiers aussi, c'était du Pinel. Et les gens achetaient l'avantage fiscal Pinel sans vérifier ce qu'ils allaient visiter. Ils ont acheté, moi j'ai notamment un cas à Annemasse. Il s'est dit, c'est super, c'est à côté de la Suisse. Il a acheté à Annemasse. Il n'a jamais pu louer son appartement. C'était une zone sinistrée, il n'y avait pas de locataire. Ça n'intéressait personne. Donc il n'a jamais eu non seulement l'avantage fiscal, mais en plus il n'a pas loué l'appartement. Donc voilà, quand on achète, effectivement, quand on investit, il ne faut pas oublier qu'on investit dans l'immobilier. Donc là-bas, c'est vérifier qu'on pourra louer l'appartement. Et là, elle ne peut plus le prolonger sur le Pinel 6, 9, 12. Ça, c'est plus possible. Non, normalement, c'est terminé. C'est terminé, c'est ça. Voilà pour la réponse à Hélène. Maintenant, une question de Michel à Issy-les-Moulineaux pour notre avocat, maître Romain Rossi-Landy. Absolument. Donc, Michel a reçu la convocation à sa prochaine Assemblée générale de copropriété. Et dans la liste des résolutions figure la suivante. Il y a une résolution pour interdire la location de meublés de tourisme dans la copropriété. Alors, notre auditeur, ça l'embête beaucoup parce que lui, dans cette copropriété, il a un appartement qui n'est pas sa résidence principale, qui est un investissement locatif et qui loue en Airbnb. Donc, est-ce que il se dit, mais est-ce que on peut mettre cette résolution? Est-ce qu'on a le droit de mettre cette résolution au menu, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale? Alors, question très intéressante et d'actualité aussi, parce qu'effectivement, je les vois de plus en plus, ces consultations. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir. Pourquoi? Parce que vous avez dû entendre parler de la loi Le Meur, du 19 novembre. La loi dite anti-Airbnb. Voilà, effectivement, du 19 novembre 2024, qui prévoit la possibilité pour les copropriétés. Alors, c'est ça qui est un peu délicat à comprendre. C'est pas d'interdire, c'est de modifier le règlement de copropriété à la majorité des 2 tiers et non pas à l'unanimité. Avant, pour interdire la location de meublés de tourisme, il fallait obligatoirement l'unanimité. Donc, ce qui veut dire que celui qui loue sur Airbnb votait contre. Donc, c'était très difficile, très compliqué pour les copropriétés de le faire. D'accord. Aujourd'hui, la loi vous dit, OK, vous pouvez le faire à la majorité des 2 tiers. Donc, c'est plus simple. Simplement, c'est pas dans toutes les copropriétés.
parce qu'il faut vérifier, et c'est pour ça que c'est compliqué, l'application de cette loi. C'est possible, grosso modo, je simplifie exprès le débat, mais dans les copropriétés où on a ce qu'on appelle une clause d'habitation bourgeoise exclusive. C'est quoi ? C'est-à-dire une copropriété où il n'y a aucun commerce, grosso modo. D'accord. Où il y a simplement de l'habitation. D'accord. Donc là, effectivement, la copropriété pourrait l'interdire, enfin le faire voter à la majorité des 2/3. Oui. Mais pour toutes les autres copropriétés, et à Paris, c'est quand même souvent le cas, il y a souvent des commerces en rez-de-chaussée, ça n'est pas possible, on reste sur l'unanimité. D'accord. Et deuxième exception, là, en ce qui concerne votre auditeur, effectivement, je ne crois pas que ce soit sa résidence principale. Non. Mais si c'est la résidence principale du copropriétaire, on ne peut pas l'interdire. C'est la même chose. Et la loi est très précise. Et ça, c'est passé assez inaperçu. Oui. Je vous cite la loi. Hein. La loi Le Meur. La loi Le Meur. De même, l'interdiction de la location des résidences principales en meublé de tourisme continue de relever de l'unanimité. Donc la loi Le Meur elle-même a précisé que pour ce qui est la résidence principale, on ne pouvait pas l'interdire à la majorité des 2/3. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est finalement la loi Le Meur, on en entend beaucoup parler. On s'est dit, mais en ce qui concerne la copropriété, pour moi, c'est pas une avancée si significative que ça. Et je vois beaucoup de résolutions, de projets de résolution qui arrivent au cabinet. Et personne n'a examiné le règlement de copro. Personne n'a examiné la destination de l'immeuble, si c'était mixte, pas mixte. Est-ce qu'il y a une clause d'habitation bourgeoise exclusive, par exemple ? Et donc, il va y avoir des contentieux derrière, c'est à peu près certain. Oui, d'accord. Voilà, donc je pense que c'était intéressant, effectivement, de mettre l'éclairage là-dessus. Il y a aussi une chose à savoir avec la loi Le Meur, c'est que tous les nouveaux règlements de copropriété, pour un immeuble qui est mis en copropriété, par contre, devront se prononcer obligatoirement sur ce point, sur cette interdiction ou pas. Est-ce qu'on interdit, oui ou non, la location de meublés de tourisme ? D'accord, les nouveaux règlements devront se prononcer. Et avec les mêmes règles de majorité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas de commerce, c'est 100%, pardon, voilà. Et s'il y a des commerces, c'est les 2/3, la majorité des 2/3. D'accord. Voilà. Donc c'est effectivement une avancée, mais à mon avis, pas du tout à hauteur de ce qu'imaginent les gens, et notamment les syndics, parce qu'il y en a beaucoup, là, moi je vous dis, j'ai des dossiers qui arrivent. Alors, je suis souvent pour les copropriétaires, je suis aussi pour les syndics. Et donc, moi, je leur dis attention, au cas d'espèce là, effectivement, on peut le faire, on peut le prévoir, cette majorité-là. Si c'est voté à la mauvaise majorité, en cas de contentieux, ça tombe. Oui, ça tombe. D'accord. C'est automatique. On sent là aussi derrière tous les contentieux qu'il peut y avoir avec les logements Airbnb et cette loi Le Meur qu'il faut regarder dans le détail avec un avocat aussi. Merci beaucoup, Maître Romain Rossi-Landy. On vous retrouve sur Internet déjà, rossi-landy-avocat.fr. Votre cabinet à retrouver ici. Rendez-vous le mois prochain donc avec vos questions qui sont à poser sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, et nos experts y répondront ici. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Et oui, je sais, c'est triste, mais les bonnes choses ont une fin. Il va falloir nous quitter, les amis. Voilà, c'était le 65e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Je rappelle que vous pouvez le retrouver sur Capital et sur Radio Imo. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, commenter avec toujours beaucoup de bienveillance, mais surtout à poser vos questions. On va parler justement, Christine, de toute l'actualité immobilière. On va essayer de faire un focus d'ailleurs aussi sur l'immobilier neuf. On va se retrouver le mois prochain. Avec grand plaisir, Sylvain. Merci à toutes et à tous et au mois prochain. Voilà, et surtout, vous restez connectés d'ici là. C'était le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission présentée par Radio Imo et Capital, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming.